Bonjour à tous, je suis ravie de venir ici en Haute-Savoie pour cet échange, de vous voir aussi nombreux sur un sujet qui peut être assez difficile, voire même un petit peu dérangeant. Voilà. Alors déjà, bravo à tous, chacune et chacun d'avoir fait la démarche déjà au sein de l'association et puis aujourd'hui pour venir discuter ensemble sur la mort et à travers une expérience de mort imminente qui m'est arrivée à l'âge de 22 ans. Donc j'étais en ski et une mauvaise chute m'a amené à sortir de la piste et percuter un arbre en pleine vitesse. Et la première sensation que j'ai eue, ça a été de la glissade. Et puis au moment où je m'approchais de l'arbre, me dire oh là là, voilà, ça, c'est critique à ce moment-là. Et donc je percute l'arbre et très vite, je sors de mon corps. Et ma première idée est de voir le paysage. Et dans ma pensée, je me dis ah tiens, il faudrait que j'aille en haut de l'arbre pour voir si mes camarades secouristes allaient arriver, parce que j'ai travaillé dans cette station des Pyrénées. Et donc je me suis retrouvée, ma conscience était en haut de l'arbre, et j'ai pu voir, comme on connaît maintenant, des images de drones, la forêt, les arbres, le reste du domaine skiable. Et effectivement, j'ai vu mes camarades pisteurs qui se sont arrêtés parce que j'avais embarqué une partie des filets de protection en passant et qui ont suivi la trace jusqu'à arriver auprès de moi, de mon corps physique devant l'arbre. Et l'un d'entre eux m'a touché la main et ce contact physique m'a obligé. Il a fait revenir mécaniquement ma conscience dans le corps. Et là, ça a été très difficile et douloureux. Donc ensuite, il y a eu la prise en charge, un secours un petit peu compliqué et au final, le début d'une prodigieuse aventure, puisque au démarrage du commun, j'ai eu une période un petit peu de flottement et puis comme une glissade dans un espèce de tunnel en arrivant comme un tambour de machine à laver. J'ai eu la sensation que c'était quelque chose qui tournait en rond, qui était bruyant, comme un bruit de roulement. Et en traversant ce passage, j'étais comme essorée, un peu écrasée. Et j'ai eu la sensation que le tambour se penchait. Et puis à un moment donné, je me suis déversée comme une chaussette de la machine, elle tombe par terre. Et je suis arrivée dans un espace très, très lumineux, clair, sans personne. Voilà. Et donc j'ai attendu un petit peu et je me suis dit, ah, c'est quand même ballot d'arriver jusque-là et puis de ne rien voir. Et si sûrement j'avais la sensation qu'il y avait un petit relief, j'arrivais au moins à monter sur la butte, peut-être qu'il y a des choses à voir derrière. Et le fait de penser à me rendre sur le petit sommet, le monticule, ça m'y a amené. Effectivement, de l'autre côté, j'ai vu un certain nombre d'êtres, dont un qui venait vers moi. Et il avait l'apparence d'un menhir, oui, comme un œuf un peu plus allongé, coloré avec des lumières, un petit peu des filaments. Et donc il a pris contact avec moi, on a communiqué directement de conscience à conscience, on peut dire, parce que je ne me suis jamais vue tout au long de ces 4 mois. Donc j'ai pas su de quelle était mon apparence, je vais supposer que je devais être comme les autres êtres que j'ai rencontrés. Et donc il m'a amené à un endroit où j'ai vu un paysage d'abord très lointain, comme une vision de l'espace. Et puis petit à petit, par effet de zoom, ça s'est approché, la Terre,
une partie immergée, donc un continent, et puis un pays, et puis voilà, jusque tout petit, des pavés en pierre dans une cour. Donc à côté de ces pavés, un perron, une entrée de maison avec une femme assise et un bébé dans un couffin. Et ce bébé avait les yeux fermés quand je l'ai vu en arrivant. Et au moment où il a ouvert les yeux, j'ai compris que c'était moi, bébé. Et en fait, le film a repris en sens inverse depuis donc ma naissance jusqu'au moment de l'accident, avec une drôle de particularité, cette projection, puisque je ressentais l'influence de mon comportement vis-à-vis des tiers. Et j'avais l'ignorance, ou du moins une forme d'insouciance. Hein, j'avais 22 ans, et c'est vrai qu'on se dit à cet âge-là, en tout cas, je me suis dit, oh, ben, je suis honnête, je suis gentil, voilà, normalement, le prime abord, ça se passe très bien. Mais en fait, pas du tout. J'ai vu à travers cette projection les conséquences de mes actions, en particulier avec mon frère. Entre frères et sœurs, voilà, on se fait un certain nombre de petites crasses plus ou moins délicates. Et dans ce film, j'ai vu en fait l'impact qu'a eu mes différentes farces et puis plus ou moins méchanceté vis-à-vis de lui. Et ça a généré vraiment une émotion de consternation. Et l'être qui était derrière moi, au moment où l'émotion a commencé à monter, il s'est approché de moi, et tout de suite, comme s'il savait faire, hop, l'émotion a été en lui, et j'étais de nouveau émotionnellement stable. Et donc par la suite, à la suite de cette projection, il m'a amené dans un endroit de réparation, de ressourcement, où j'ai rencontré un certain nombre de personnages, dont qui avaient tous la même allure. Hein. Donc physiquement, je n'étais pas forcément très avancée sur l'apparence. Il y a un de ces êtres qui s'approche de moi, et il m'a dit, ah ben, on s'est connus. Ah, sans doute, mais d'où ça sera difficile. Il me dit, ah, j'étais amoureuse de mon fils au lycée. Ah, mais oui, alors là, c'était beaucoup plus précis parce qu'il y avait un seul garçon que j'avais reluqué pendant 3 ans, qui était passablement indifférent à mes approches. Et ce jeune avait perdu son papa le jour anniversaire de mes 15 ans. Il était guide de haute montagne. Et au cours de cet échange, alors je dis, ah, vous êtes Alain? Alors il me dit, oui, oui, c'est moi. Et donc il me parle de ses enfants, que je ne connaissais pas, à part le garçon qui était en classe avec moi, et puis de son épouse, et il me dit, ah oui, ma choupette quand même me manque. C'est certainement la chose la plus difficile en étant de l'autre côté, de pas avoir ce contact facilement avec ses proches. Et bon, mon séjour se poursuit, mon état s'améliore un petit peu. Au bout de 3 mois, les médecins, donc en milieu hospitalier, tentent un réveil qui s'arrête prématurément par un arrêt cardiaque. Donc c'est un peu la panique à bord, et je retourne finalement d'où je venais tranquillement. Je n'étais pas trop pressée de revenir, mais quand même un petit peu, parce que j'étais amoureuse encore à l'époque. Et mon compagnon d'alors était médium, et grâce à ses facilités et aux miennes, on a pu communiquer tout au long de ces 4 mois de coma. Et de temps à autre, quand j'étais relativement tranquille, je projetais ma conscience auprès de lui. Et la première fois que j'expérimente ce voyage, je me concentre, je m'applique, et puis j'arrive dans un endroit noir, complètement obscur. Et je me dis, zut, alors, où c'est que je suis là c'est la première fois, bon, a priori, il y a eu une erreur d'aiguillage, j'ai raté quelque chose. Et à ce moment-là,
je vois une lumière qui commence à éclairer l'espace où j'étais. Et puis de loin, ce qui semblait être des mains, donc 10 doigts, qui deviennent de plus en plus gros, énormes même. Et là, grosse frayeur, les doigts sont démesurés, ils occupent quasiment tout mon champ de perception. Et je panique et je retourne d'où je viens. Et je me dis, bon, manifestement, c'est pas la bonne méthode, je vais faire autrement. Donc je me dis, je vais retourner chez moi, chez mon copain donc, et je vais m'asseoir juste contre lui dans le canapé. Au moins là, normalement, il n'aurait pas eu en surprise. Donc j'y vais, j'arrive, hop, je m'installe, je me pose contre lui, je vois tout l'environnement, il était avec 3 autres personnes que je connaissais, et il était a priori en fin de matinée puisqu'il préparait le repas. Et donc j'observe la scène, j'écoute ce qu'ils disent, et certains des camarades amènent des plats sur la table. Voilà, mon compagnon était assis dans le canapé, là, il attendait un peu que ça se passe, que ce soit prêt pour qu'il puisse mettre les pieds sous la table. Et j'observe un de mes amis, parce que c'était des amis communs, qui ouvre la porte du réfrigérateur et qui met les mains dans une position particulière, comme je les avais vues. Et là, je me dis, ah, mais oui, en fait, je suis arrivée dans le réfrigérateur. Et un réfrigérateur, quand il est éteint, enfin, quand la porte est fermée, effectivement, il n'y a pas de lumière dedans. Et donc, ça a été ma première expérimentation de déplacement de la conscience. Et par la suite, j'en ai fait d'autres à chaque fois que j'avais le temps, dont un sur un trajet en voiture entre Narbonne et Perpignan, pour ceux qui connaissent la Neuf. À un moment, à votre droite, il y a le château de Salles, qui est quand même un lieu caractéristique, le long de l'autoroute. Et donc, ils étaient 3 dans la voiture et ils se chamaillaient, comme souvent, voilà. Et celui qui conduisait se laissait distraire. Et puis, soudain, le copilote dit, ah, ben, on a raté la sortie. Mais non, c'est plus loin, non, c'était avant, machin, voilà. Finalement, ils prennent la suivante, mais c'était pas la bonne, voilà. Et donc, quand je suis sortie du coma, quelques temps plus tard, je les ai retrouvés et je leur ai dit, ah, vous vous souvenez, là, vous êtes passé devant le château de Salles en vous discutant tous les 3, et ils m'ont dit, oui, effectivement, ça s'est passé comme tu le décris. Et donc, à l'issue de cette période de coma, quand je suis revenue, oui, relativement un choix personnel. Parce que j'étais amoureuse, mais en même temps, les êtres que j'avais côtoyés là-bas m'ont dit que je n'allais pas pouvoir rester ici. J'étais là le temps de la convalescence, c'est pour ça que c'était suffisamment long, mais qu'après, une fois que mes différents corps seraient suffisamment réparés, j'allais devoir retourner dans ma vie quotidienne, dans le monde. Et donc, quand j'y suis retournée, assez difficilement, hein, puisque de rentrer dans un corps physique, après avoir joué les filles de l'air, c'est comme s'il fallait faire rentrer l'éléphant dans un trou de souris. Il y a clairement une disproportion de taille. Et donc, j'y rentrais poussée, tirée, enfin voilà, comme vous imaginez, et dès que j'étais plus retenue, j'en ressortais comme un diable d'une boîte. Donc la transition a été difficile, le corps était très abîmé, hein, parce que j'ai quand même eu une double fracture du crâne, le rachis cervical, le bassin, toute la jambe droite qui était broyée. Donc il m'a fallu 10 ans pour récupérer à peu près toute la mobilité, le langage, la coordination, puisque quand je suis sortie du coma, j'étais un légume amélioré, je ne pouvais plus bouger toute seule, je ne pouvais plus ni même me déglutir, respirer, c'était compliqué, parler, le langage, bon, il y a eu aussi une baisse d'audition, mais le langage n'avait plus de sens véritablement. Et donc ça a été un travail très long, très patient, et puis qui se poursuit encore aujourd'hui, bien que les acquis
principaux sont réalisés. Cette mobilité que j'ai conservée de projection de la conscience, à la fois dans des plans physiques d'un autre lieu. Par exemple, un de mes enfants a fait une partie de ses études au Canada et il savait que je pouvais me déplacer comme ça. Et la premier week-end où il a pu sortir, ils sont allés voir en hiver une cascade et il arrive devant et puis son réflexe, oh maman, regarde comme c'est beau. Et j'ai senti son oh maman et puis je lui ai accouru. Et donc j'ai vu avec lui ce spectacle des cascades gelées, voilà, donc il m'a montré sa chambre. Voilà, donc j'ai gardé ces facultés-là, qui néanmoins exigent une forme d'ascétisme dans la vie quotidienne pour garder la stabilité du mental. Et cet ascétisme passe par l'absence d'alcool, de tabac, une alimentation vivante et légère, des exercices quotidiens de yoga, de méditation et puis d'une activité physique. Parce que le chirurgien qui m'avait opéré à l'époque m'avait dit ou vous faites un exercice physique, ce que vous voulez, mais tous les jours, ou à 40 ans vous êtes en fauteuil roulant. Et même si j'avais 22 ans, je me suis dit, oh, s'il a raison, il vaut mieux se méfier. Et donc, l'ensemble de ces pratiques représente à peu près 3 à 4 heures de temps par jour. Voilà. Et je reste aussi à l'abri de perturbations diverses, que ce soit informationnelles à travers l'actualité, le rayonnement des appareils. Bon, j'y vais de temps en temps, mais voilà, j'essaie de limiter, de façon à garder une stabilité mentale, émotionnelle, qui me permet d'évoluer dans ces différentes dimensions et finalement de profiter pleinement de cette expérience qui a quand même été assez intense. Et la confrontation avec la mort donc a commencé jeune avec ce gars à 15 ans, ce papa. Et par la suite, j'ai perdu ma meilleure amie au lycée en 1986 des suites de l'explosion nucléaire de Tchernobyl. Puis ensuite, quelques proches de ma famille, dont mon frère, à qui il m'a été demandé de prévenir de son futur décès, parce qu'il vivait seul il avait sa fille, et il était guide de haute montagne, et assez négligent sur un certain nombre de choses que personne n'affectionne trop, mais qu'on est obligé de faire, administratives et autres. Et il aurait fallu qu'il mette ses papiers en ordre. Et donc, je lui ai dit à plusieurs reprises que c'était déjà pressé qu'il mette ses papiers en ordre. Et la dernière fois que je l'ai vu, donc il est venu avec sa compagne et leur fille qui avait un peu plus de 6 ans chez nous. Et au moment de se dire au revoir, il me dit on se reverra et tout. Et là, je lui ai dit non, on ne se reverra pas. Donc, tu fais tes papiers. Et donc, il était un peu déconcerté, dans une forme de déni. Et donc, il n'a pas fait les fameux papiers. Et ce qui fait que quand il est décédé, quand je lui avais promis de m'occuper de sa fille, donc on l'a recueilli dans notre foyer, on avait déjà 2 enfants à l'époque, et ça a été pendant 15 ans des procédures judiciaires, des tracasseries, l'assurance qui est partie, l'argent de l'assurance vie à celle qui était désignée sur le contrat, qui n'était pas leur femme avec qui vivait, ni la mère de la petite, parce qu'entre-temps, il en avait rencontré une autre. Voilà. Et donc, j'avais quand même un ressentiment à son endroit. Et bien qu'étant décédé, je le sermonne, il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'ils sont pas là que déjà ils sont pas sourds. Et puis en plus, ils peuvent continuer à travailler. Voilà, alors j'ai dit, écoute, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu fais en sorte que ça se passe plutôt bien. Voilà. Et malgré tout, il a fallu
j'ai choisi avec mon mari de créer une association puisque, vous le connaissez sans doute, en étant dans une région de montagne, le guide de haute montagne est une profession à risque. Et à cette époque-là, entre 6 et 10 guides décédaient chaque année dans l'exercice de leur métier, sachant qu'ils sont, à l'époque, ils étaient 1200 en activité. Donc, vous voyez le prorata de décès par rapport aux actifs, qui est quand même assez considérable. Et donc, à travers cette association, nous avons accompagné une quarantaine de familles à peu près, de l'ordre de 70 enfants pendant une dizaine d'années, dont ma nièce, pour que ces jeunes puissent continuer à faire leurs études, se consacrer à des activités, éventuellement aider la maman à retrouver du travail. Voilà, donc il y a eu une démarche d'accompagnement de tous ces jeunes et ces familles collectivement avec ma nièce. Et en dernier est arrivé dans notre foyer un enfant polyhandicapé, voilà, qui va avoir 20 ans bientôt, et pour laquelle ma sensibilité est vraiment importante, puisqu'elle ne sait pas parler, ou très peu, elle n'a pas forcément la sensation de la douleur, et donc je capte en elle des désordres, que ce soit interne ou physiologique ou au niveau du squelette, et pour pouvoir avertir ensuite l'équipe médicale en disant voilà, vraisemblablement il y a un problème à cet endroit, au dos, à l'épaule, au poumon, etc. Et donc on ajuste au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'avec elle, toute la première année, le pronostic vital était engagé. Et ça a été sans doute mon plus gros défi d'aimer sans contraindre. Face à un enfant malade qui potentiellement est susceptible d'interrompre sa vie, en tant que maman, on a le désir de l'aider à vivre, et en même temps l'obligation du respect de son choix d'âme, et de savoir, de l'inviter même à faire comme elle sent. Voilà. Et finalement, après une année à suspense, la vie, enfin en tout cas elle a choisi de s'incarner plus fermement, tout en gardant une extrême volatilité. Et c'est assez amusant parce que du fait de ma sensibilité, nos voyages nocturnes en particulier, parce que pourquoi la nuit, c'est très simple, c'est le seul moment où personne ne vient nous enquiquiner, quand on est sous la couette. Voilà. Donc, profitant de ce moment de tranquillité, on est amené à voyager ensemble. Par exemple, quand son frère était au Canada, régulièrement, le soir, je disais non, tu veux venir avec moi ce soir, on va aller voir Damien. Ah oui. Et donc, voilà, on partait ensemble en exploration toutes les deux. Et cette expérience de mort imminente a été très riche dans la découverte des possibilités qui sont en chacun de nous. J'ai vraiment l'intime conviction que nous sommes tous des médiums. Enfin, j'aime pas trop le terme, mais nous avons tous des qualités en nous de reliance à la fois avec notre passé, avec le bagage qu'on promène de vie en vie et qu'on améliore au fur et à mesure, des compétences, des qualités, et puis avec nos défunts qui ont changé d'état, comme le disait tout à l'heure François. Ils ont laissé leur corps et c'est drôlement sympa de pouvoir laisser son corps. Donc il y a clairement un soulagement de vivre dans un corps de lumière ou dans un corps d'énergie, qui est en fait de ma perception le deuxième enveloppe. On est un petit peu comme un oignon. Il y a plusieurs couches,
la partie la plus dense, le noyau, c'est le corps physique, c'est la matière. En termes de vibration, c'est une fréquence basse. Et puis, quand on monte un petit peu, ben, il y a ce premier corps de lumière qui nous permet de se déplacer en conscience ou pas trop. Ou voilà, ça peut être aussi, ça peut prendre des allures de rêve, nos voyages. Et puis ensuite, il y a des corps encore plus subtils. Et puis, tout en haut de la chaîne, en fait, on a une espèce de fusion avec le l'un, avec le divin, avec l'unité primordiale. Et là, on disparaît en tant qu'individu. En fait, la dimension multiple se réduit au fur et à mesure qu'on monte. Et en arrivant à proximité de ce divin, on a fondu, on s'est imprégné, si vous voulez, de ça, du tout. Et dans ces lieux plus élevés, donc, se trouvent des espaces de ressourcement, mais aussi de connaissances. Et à travers les voyages que j'ai pu faire, j'ai pu accéder à ces lieux de connaissances. Et chacune d'entre nous, au cours de nos vies, nourrit cette espèce de sphère de connaissances. C'est comme un internet de l'esprit. Voilà. On amène tous nos difficultés, nos souffrances, nos talents. Et cet ensemble, finalement, devient accessible à tous en termes de connaissances. Et donc, en étant ensuite sortie du coma, j'ai retrouvé fortuitement, enfin, si on peut dire fortuitement, dans un hall de gare, Arnaud, ce garçon dont j'étais amoureuse au lycée, et je me suis dit, là, il faut vraiment que je lui dise quelque chose, que je lui parle de son père, parce que c'est quand même une expérience assez insolite. Et c'était passé à peu près une dizaine d'années entre les deux événements. Et donc, entre deux trains, la poire et le fromage, comme on dit, je dis, ah, tu sais, Arnaud, la mort est une étape de transition, de transformation. Il me dit, oui, oui, ouais, je l'ai entendu parler. Et je dis, ben, quand j'étais dans le coma, après l'accident de ski, il dit, ouais, ben, ça aussi, tout le monde en parlait. J'ai eu un échange avec ton père. Et il m'a parlé de Alban, donc son frère, de Cécile, sa sœur, et de sa choupette. Et là où il a ouvert des gros yeux, et puis il me dit, comment tu sais ça? Je lui dis, ben, c'est ton papa qui m'a parlé ça. Et en fait, la choupette, c'était le petit nom que son père donnait à sa mère dans l'intimité, et que je ne pouvais aucunement savoir, puisque je n'étais jamais allée chez eux, et l'échange avec ce garçon se limitait aux échanges scolaires. Et donc, il a été un petit peu surpris de cette approche qui l'a manifestement déstabilisé, parce que je sentais bien, il y avait des questions qui émergeaient, mais il y avait à la fois une appréhension, et finalement l'appréhension, la peur, quelque part, a pris le pas, et il a regardé sa montre et dit, ah, il faut que j'aille prendre mon train. Bon, en étant du Gard, donc c'était quand même assez probable. Et donc il a disparu de cette façon-là en allant chercher son train. Et donc voilà, je dirais quelques mots sur l'expérience, où il y a un certain nombre bien sûr, de sujets que je ne peux pas évoquer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai publié ce livre, qui en fait s'appelle Raconte, parce que au moment de sortir du coma, je suis sortie de l'hôpital plutôt, j'ai retrouvé mes amis autour d'une pizza, etc. Et puis je me dis, ah ouais, t'as vu quelque chose, hein, t'as rencontré quelqu'un, et puis comment ça se passe, et comment c'est, etc. Et puis bon, à chaque fois les soirées étaient trop courtes. Et puis bon, ceux qui étaient là auraient bien voulu que la copine soit là, la cousine, la sœur et tout. Et il y en a un qui me dit, écoute, moi vraiment ça m'intéresse, tu devrais écrire un livre, voilà. Et comme ils m'ont tous dit, raconte, du coup j'ai appelé le livre Raconte. Et donc cet ouvrage reprend de façon plus développée les différentes étapes, les rencontres, les enseignements que j'ai pu avoir.
Préalablement à cet accident, j'avais une formation de monitrice de ski et puis cadre en équitation, donc c'était ma première activité. Et ensuite, j'ai été militaire de carrière pendant une dizaine d'années, ce qui a été aussi l'objet d'un livre dans le domaine du renseignement et des relations internationales. Et les facilités de la sensibilité, les talents que j'avais pouvaient être utilisés dans ce cadre-là. Ce qui actuellement n'est plus du coup le cas, puisque en 30 ans, les technologies ont évolué et qu'aujourd'hui, avec les drones, les moyens divers et variés, le renseignement humain de cette nature-là n'a plus vraiment de nécessité d'être. Donc, afin que vous puissiez aussi partager, je vous invite à me poser des questions, ou si vous souhaitez que je développe un sujet en particulier, je vous laisse la parole. Merci de votre attention.